Hola a todos y muy buenos días desde Washington, D.C. Gracias por acompañarnos a esta sesión informativa de la D'ici, organización. merci beaucoup. Nous vous parlons ici à partir de l'Organisation panaméricaine pour la santé. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette session tardera environ 1 heure. Nous allons prendre vos questions pour vous répondre. Nous avons déjà reçu à travers notre mail des questions, mais vous pouvez toujours poser vos questions à travers le Q&A. N'oubliez pas d'y déposer votre nom et le moyen de communication, le média auquel vous appartenez. Nous vous rappelons que vous avez la traduction simultanée vers le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais et vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit globe interprétation. Aujourd'hui, notre directrice, le docteur Étienne nous donnera des informations sur la situation de la pandémie dans la région et également la situation des vaccins. Nous avons avec le docteur Étienne, nous avons Silvio Ugarte, le docteur Barbosa et docteur Sylvain Alighieri, qui est le directeur pour les incidents à l'OPS. Je passe la parole maintenant au docteur Étienne pour partager ses premières Merci beaucoup, remarques. Sébastien. Donc, bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de nous rejoindre pour cette conférence de presse. Depuis la semaine dernière, plus d'1,1 million personnes sur le territoire américain, les Amériques, a été infectées par la COVID-19 et presque 34 000 sont morts à cause de ce virus. À la même époque l'an dernier, l'Argentine, le Chili et l'Équateur signalaient leur premier cas de COVID. Depuis lors, pratiquement 51 millions de gens ont été infectés par la COVID sur le territoire des Amériques. La bonne nouvelle, c'est que dans de nombreux endroits, on observe une réduction des cas et des morts, des cas de fatalité. En Amérique du Nord, au Canada et au Mexique, on observe des chutes de nouvelles infections. Aux Caraïbes, après une mise en place de mesures de santé publique strictes, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et le Grenadines et les îles Turques et Caïques signalent une chute, finalement, enfin, des cas et des morts au COVID. Tout pays d'Amérique centrale nous signale également une chute de leurs cas, même si le virus est surgi encore dans des points problématiques El Salvador et dans la province indigène de Gunayala au Panama et dans les communes du nord du Guatemala. Les infections continuent également à chuter en Amérique du Sud, même si nous sommes toujours soucieux d'une résurgence de cas dans le bassin du nord de l'Amazonie qui demande une réponse rapide. Dans l'État de Loreto, dans l'Amazonie au Pérou, tout lit des urgences est occupé par un patient COVID. Pendant ce temps-là, dans l'État de l'Amazone en Colombie, il y a des taux de COVID qui sont très élevés. Au Brésil, dans l'État de l'Acre, dans l'Amazonie, il y a une crise d'urgence sanitaire qui est créée à cause d'une combinaison mortelle d'infection du COVID, d'une épidémie de dengue et d'inondations dans plusieurs villes. Près de 94% des lits dans les urgences sont occupés et il y a des risques d'effondrement du système de santé. D'autres États fédérés du Brésil signalent également des taux d'occupation dans les urgences qui sont à un niveau d'alerte. La diversité des scénarios sur tout le continent américain nous rappelle que être content des résultats qu'on a pu atteindre jusqu'à présent peut être mortel. Sans des mesures de contrôle efficaces, en quelques semaines, les taux d'infection et d'hospitalisation peuvent augmenter de façon dramatique. Donc, il faut continuer à surveiller, à faire une veille des taux d'infection, une veille très rapprochée et ne pas dépendre simplement sur les mesures de santé publique. Donc, ça va être notre réalité pour de nombreux mois encore, jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de vaccins pour tout le monde et jusqu'à ce que nous arrivions à prendre contrôle de cette transmission.
Jusqu'à présent, 93 millions de gens ont reçu un vaccin contre la COVID dans notre région et de plus en plus de gens sont vaccinés chaque jour. La Colombie, lundi prochain, sera le premier pays des Amériques à recevoir une cargaison de COVAX. Exactement 117 000 doses du vaccin de Pfizer arriveront dans cette première vague de livraison. L'arrivée des vaccins COVAX dans notre région, c'est un jalon historique et le point culminant de mois de négociations et d'engagement envers cette solidarité mondiale. Ces premières doses représentent le début d'une nouvelle phase dans notre réponse à la COVID. À la lumière de cette nouvelle importante, je voudrais partager avec vous, de faire un état des lieux des stocks de vaccins dans la région et d'essayer d'examiner ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, la Colombie est le premier pays de notre région qui a reçu des vaccins grâce au mécanisme COVAX, mais d'autres pays vont suivre. Vendredi dernier, le mécanisme COVAX nous a informé que tous les pays participants vont recevoir le nombre de doses que chaque pays participant va recevoir d'ici mai. Donc, ce total s'élève à 28 700 000 doses qui vont être livrées aux pays du continent américain. Certains pays ont déjà pris les devants et se sont préparés pour recevoir ces doses. Et l'OPS procède à des commandes et examine le degré de préparation de ces pays. Les premières livraisons vont arriver à la mi-mars. Mais quelques pays doivent encore signer des contrats COVAX. Et pour cela, ils vont être obligés de voter de nouvelles lois et de réaliser les paiements correspondants. Ça peut être d'ailleurs compliqué d'arriver à ces critères. Nous demandons donc instamment à nos États membres de rendre cela une priorité pour qu'ils puissent recevoir ces doses qu'on attend depuis longtemps. Au fur et à mesure de la production de ces doses, nous allons observer plusieurs vagues de livraisons qui vont arriver chaque mois dans la région. À court terme, le nombre de doses va être limité. Il faut donc en faire un usage avisé en donnant priorité à ceux qui sont plus exposés, comme nos professionnels de santé, les personnes âgées, les gens qui souffrent d'une maladie préexistante. Tout au long de la pandémie, chaque pays du monde a dû se débattre avec des manque de fournitures médicales comme les médicaments, des tests diagnostiques, des équipements de protection personnelle et même de l'oxygène. Donc, nous rencontrons les mêmes défis avec cette phase de vaccin. Les fabricants travaillent 24 heures sur 24 pour produire de plus en plus de doses. Et les nouveaux candidats, les nouveaux vaccins possibles sont en cours d'analyse et ont été mis sur la liste d'urgence de l'OMS. Donc, de plus en plus de vaccins vont, nous l'espérons, être disponibles bientôt. Mais nous attendons que le monde doivent affronter un manque de vaccins encore pour le reste de l'année. Il n'y a pas assez de vaccins et la quantité limitée de ces vaccins ne sont pas distribués de façon équitable. Les pays riches déploient leur campagne de vaccination, mais beaucoup de nations n'ont pas encore reçu la moindre dose. Donc, cette disparité blesse nos principes de solidarité, mais plus au-delà de cela, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Tant que la COVID-19 durera dans une certaine partie du monde, le reste du monde ne sera pas sûr de toute façon. Donc, plus nous permettons au virus de se diffuser, plus le risque est grand que des variants inquiétants surgissent, ce qui compliquerait les efforts de contrôle. C'est la raison pour laquelle il faut accélérer l'accès pour tous les pays et pas seulement pour les plus riches d'entre eux. Et nous devons prêter une attention toute particulière aux pays qui ont été les plus touchés par la pandémie, parce que la plupart d'entre eux restent toujours les plus vulnérables de toute façon. Ne serait-ce que la semaine dernière, les Amériques représentaient 55% des morts signalées au niveau mondial.
bien qu'elle soit à l'épicentre de la pandémie, la région des Amériques est en retard dans l'effort de vaccination parce que la plupart des pays n'ont pas accès aux doses dont ils ont besoin par des accords bilatéraux avec les producteurs. Donc, augmenter un accès équitable aux vaccins de la COVID pour le continent américain doit rester une priorité mondiale. L'OPS est engagé à garantir que notre région reçoive les doses dont elle a besoin le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, nos États membres sont prêts à déployer leur campagne de vaccination et l'OPS reste en soutien au cas nécessaire. Et de même que les vaccins ne devraient pas augmenter l'inégalité entre les pays, ils ne devraient pas augmenter les différences qui existent entre ces pays. Ces vaccins qui vont sauver des vies ne doivent pas rester un privilège pour peu de gens, mais un droit pour tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous allons commencer maintenant avec vos questions. Rappelez-vous de nous poser vos questions à travers le Q&A, mais que vous vous identifiez, s'il vous plaît. La première question qui nous est arrivée vient de Adriana Brasileiro de Miami En anglais, Herald. la question d'Adriana Brasileiro du Miami Herald. Est-ce que l'OPS inquiète que les défis du vaccin dans la région, une offre limitée et des problèmes de distribution va exacerber les inégalités préexistantes et ralentir encore plus le contrôle de la transmission du virus en Amérique latine? Merci beaucoup, Adriana. Bien sûr, l'OPS est très inquiète par rapport aux inégalités face à l'accès au vaccin. Nous essayons de réparer, de réduire ces inégalités, mais comme je l'ai mentionné auparavant, les pays vaccinent à un rythme beaucoup plus important qu'auparavant sur le continent américain. Nous savons que ces vaccins sont les outils qui suffisent, qui vont nous permettre à terme de contrôler la pandémie. Mais si seulement peu de gens sont vaccinés, la pandémie va rester. Et ce n'est pas le seul problème que nous devons affronter. Il nous faut que nous fassions tout ce qui est en notre portée pour protéger tous les plus vulnérables partout. Et une fois que les vaccins sont disponibles, il faut nous assurer qu'ils sont partagés de façon équitable entre les pays. C'est la raison pour laquelle l'OPS travaille sur deux fronts pour éviter l'inégalité et des effets une fois de plus. Grâce au COVAX, nous commençons à diffuser le vaccin dans la région, vu que les allocations à vendredi, donc nous finalisons les accords pour 4 pays et dès que les vaccins seront prêts à la livraison, le Honduras, le Salvador, la Bolivie et le Nicaragua recevront leur première livraison. Mais il y a encore plein de choses en cours. L'OPS travaille virtuellement avec tous les pays du continent pour les aider en termes de documentation. Comme nous l'avons dit avant, nous allons faire une mise à jour à jour. Ces livraisons sont les premières et la livraison va continuer au fur et à mesure que les vaccins sont produits. Le deuxième front est celui de garantir que chaque pays a une campagne de vaccination pour protéger les plus vulnérables. Nous garantissons, nous travaillons main dans la main avec les pays pour que les campagnes de vaccination soient appropriées et centrées pour utiliser le stock limité dont nous disposons actuellement pour ceux qui sont le plus exposés de conséquences graves de la COVID. Et pour ces populations, nous encourageons les pays que les campagnes de vaccination sont transparentes et affrontent les problèmes de chaque contexte en fonction des variants géographiques et de richesse. Ce n'est rien de nouveau ni sans. Nous avons implanté des campagnes de vaccination depuis des décennies en protégeant des communautés dans tous les coins de notre région et nous le répéterons pour ce vaccin. Mais je veux rappeler que la COVID-19 peut être évitée en utilisant des méthodes de santé publique qui sont éprouvées pendant encore
plusieurs mois, nous dépendons de ces mesures pour protéger notre population et pour gagner un temps précieux pour arriver à immuniser de plus en plus d'individus. Merci. Docteur Etienne, la question suivante. En réalité, ce sont plusieurs questions parce qu'avec l'arrivée des premières doses de COVAX en Colombie et également nous avons plusieurs questions semblables de journalistes, parmi eux Chris Vilches, Daniel Colin de TN23 du Guatemala, Daniel Rodriguez de Subrayado, Canal 10 et Radio El Espectador de Uruguay. Et les questions qui sont posées, ils veulent savoir quand est-ce qu'est prévue la première livraison de vaccins à travers le mécanisme COVAX dans leur pays, qu'il s'agisse des Caraïbes ou du Pérou. Ils demandent également combien de lots et combien de doses dans chaque lot seront livrés et pourquoi certains pays vont recevoir cette première livraison de vaccins avant les autres. Docteur Barbosa, merci pour ces questions. Tout d'abord, il nous faut éclaircir que nous avons 4 pays de la région qui ont participé à une initiative de COVAX qui s'appelle la première heure. Ces pays ont été définis à travers l'Organisation mondiale de la santé en recherchant une équité entre les régions. Et parmi les 18 pays qui participent, il y en a 4 prioritaires, le Pérou, la Colombie, El Salvador et la Bolivie. Ce sont des vaccins de Pfizer. C'est une quantité très petite pour commencer l'utilisation par les professionnels les soignants. La Colombie a déjà reçu ces doses, le Pérou doit sans doute les recevoir et nous allons conclure la semaine prochaine toutes les bureaucraties pour qu'ils puissent recevoir les vaccins. Voici donc la première vague. Pour les livraisons régulières de COVAX, tous les pays ont déjà reçu les informations au sujet des doses, la quantité de doses qu'ils recevront jusqu'au mois de mai. Par conséquent, tous les pays ont reçu ces informations. Après avoir conclu ces informations, le groupe de vaccination de l'OMS qui travaille avec la Gavi ont établi un critère ils ont décidé un critère de sélection qui soit aléatoire dans le monde entier et ces vaccins seront alloués par groupe. Nous avons déjà établi plusieurs groupes. Nous avons travaillé, nous avons reçu des informations le vendredi. Nous avons travaillé le week-end. Nous avons déjà fait 4 groupes d'achat et nous avons reçu la liste de 9 pays de plus et nous travaillons avec ces pays. Que faisons-nous lorsque nous recevons les ordres de Genève pour pouvoir allouer les vaccins? Nous entrons en contact avec les pays pour obtenir tous les documents nécessaires à l'exportation, à la réglementation, pour que tout soit prêt. Et lorsque l'on signe l'achat, tous les documents nécessaires à l'achat, et donc le producteur nous envoie au pays les informations concernant la date de la livraison, les lots et la quantité de vaccins de chaque lot. Nous avons déjà conclu ces processus pour 8 pays. Nous attendons des informations du producteur de AstraZeneca pour que les pays puissent recevoir. Nous pensons que jusqu'à la semaine prochaine. Pour les autres pays, nous travaillons
avec beaucoup de pays, un pays ou un autre quelconque a encore des arrangements ou des démarches administratives à conclure, mais nous sommes en train de déployer tous nos efforts pour pouvoir soutenir les pays qui vont recevoir ces informations directement au sujet des lots, des dates et des quantités. Merci beaucoup pour répondre à cette réponse. Nous avons beaucoup de questions. Une question de Paul Kreiger du Suriname, Adriana Santagati et Pénélope Canonique de Clarín d'Argentine, Jacqueline Villeda du Diario El Mundo et El Salvador. Ils veulent savoir quels sont le fabricant laboratoire des vaccins qui seront livrés dans la région et quel a été le critère mis en place pour établir le chronogramme de livraison et les quantités de doses de vaccins que les pays recevront à travers COVAX jusqu'au mois de mai 2021. Docteur Barbosa, vous avez la parole. Merci de cette question. Le groupe qui alloue le vaccin a décidé d'allouer les vaccins d'une manière équitable. C'est un des principes. Tous les pays reçoivent à travers cette première livraison jusqu'au mois de mai environ 2,2% de leur population. L'exception sont les petits pays où les populations sont très restreintes et de par la logistique, il n'y aurait aucun sens à envoyer 2,2% des petits pays qui ont une petite population. Donc, ils vont recevoir des doses plus importantes, mais le critère est 2,2% de tous les pays. Et les pays recevront en particulier des informations sur cette première livraison. Cette première livraison concerne les vaccins d'AstraZeneca pour les pays de la région qui ont un autofinancement. Le vaccin d'AstraZeneca qui est produit en Corée du Sud, le producteur est SK Asdies, et les pays, c'est un nom en anglais, et les pays de notre région qui sont des pays qui reçoivent le soutien du mécanisme COVAX, c'est-à-dire qui ne payent pas, qui n'achètent pas le vaccin, ces pays vont recevoir AstraZeneca qui est produite en Inde. Ce sont les deux producteurs avec lesquels nous travaillons en ce moment. COVAX est en train de terminer les négociations avec Pfizer pour avoir davantage de vaccins de Pfizer pendant ce premier semestre. Le vaccin de Johnson Johnson a des vaccins qui sont déjà engagés dans le mécanisme COVAX, mais qui commenceront à être livrés à partir du mois de juin. Par conséquent, pendant les 2 mois prochains, nous avons des vaccins principalement qui nous viennent d'AstraZeneca, qui nous viennent de Corée du Sud ou d'Inde. Merci, docteur. La question suivante nous vient du El Salvador. Quels sont les mécanismes de contrôle que vont mettre en place les gouvernants et la citoyenneté pour que les vaccins arrivent particulièrement aux groupes les plus vulnérables? Béatrice Mejibar de la Prensa Gráfica de El Salvador. Donc, merci pour ta question, Béatrice. Ce vaccin va arriver à tous les pays des Amériques. Le premier pas est de partager ce mécanisme, le plan de mécanisme du COVAX, le plan qui a été élaboré conjointement avec plusieurs organisations qui devrait être connu de tous, convoquer les institutions principales, le ministère de la Santé, y compris les sociétés scientifiques, les professionnels et d'autres institutions pour pouvoir soutenir et suivre la mise en œuvre des plans. Et ceci implique tous les aspects d'opération logistique, scientifique, et également au sujet de l'information de l'application aux groupes les plus vulnérables. Il est nécessaire également qu'il y ait un mécanisme indépendant du suivi pour que l'on puisse identifier les déviations des normes et que l'on puisse faire des ajustements à temps.
tout ce processus, il est fondamental et nécessaire que la population soit informée au sujet des temps, de la manière de la vaccination et de comment ils pourront être vaccinés. Et dans certains cas, demander un rendez-vous, fixer un rendez-vous et que ce soit accessible aux populations qui n'ont pas nécessairement l'accès à l'Internet et que ces informations soient dirigées à travers les services de santé et ou à travers des moyens de communication qui soient disponibles. Il est très important de se rappeler que les différents types de vaccins qui s'appliquent dans les pays ont une efficacité telle que pour la plupart, ils freinent et ils empêchent qu'il y ait des décès concernant les personnes infectées. C'est pour cela que tous ces mécanismes sont très importants dans la mesure où tout est partagé avec d'autres institutions, que tout soit transparent ainsi et qu'il faut que ce soit établi dès le début. Merci, merci docteur. Maintenant, je passe la parole à Jacqueline Schatz du Miami Herald pour poser sa Question question. de Jacqueline Jacqueline Charles, Miami Herald. Oui, merci beaucoup. Avec le vaccin de Covax qui arrive dans la région, en quoi c'est un problème, les hésitations pour se faire vacciner? Quelle est la force de ce mouvement anti-vaccin dans la région et quels sont les plans pour convaincre les gens de se faire vacciner? Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées? Quelles sont les raisons de ces hésitations? Donc, question de PJ, quels sont vos conseils pour les gens qui pensent encore que les vaccins ne sont pas sûrs? Docteur Aldigueri, merci et bonjour, Mademoiselle Charles, et merci pour cette question importante. Je dirais que c'est d'immuniser la population, c'est important, quelle que soit la situation. C'est vrai depuis des décennies, mais bien sûr, lors du lancement d'un nouveau vaccin contre une pandémie, c'est la raison pour nous soutenons les activités pour cette mise en place. Il faut que ça croisse et il faut maintenir la confiance dans ce vaccin. Sur le continent, les Amériques, il y a un contexte d'une grande, large acceptation pour la vaccination chez les enfants, autant dans les Caraïbes qu'en Amérique latine, y compris à travers lors de la semaine de vaccination annuelle. Mais dans cette région également, qui est très spécifique en termes d'organisation, nous avons beaucoup d'expérience dans la vaccination de groupes à risque de la population adulte pour l'influenza, les femmes, les professionnels de santé, les femmes enceintes, etc. Il faut prendre en compte aussi également la raison pour laquelle il existe des résistances. Sont souvent très compliquées, dépendent des cultures et des contextes locaux. Donc, il faut travailler avec les pays au niveau local pour comprendre pourquoi les gens ne sont pas motivés pour se faire vacciner ou pourquoi ils ne cherchent pas à se faire vacciner. Nous conseillons également nos États membres et les pays pour qu'ils caractérisent spécifique la mentalité des minorités, y compris les populations autochtones. C'est un aspect clé pour avoir une idée du paysage, de comment ça se passe sur place. Mais ce que nous affrontons, c'est que les informations sur les vaccins de la COVID-19 circulent même avant la disponibilité des vaccins. Notre principal objectif, c'est de corriger ces désinformations pour montrer que tous les vaccins sont cruciaux pour réduire le nombre d'hospitalisations. Mais la communication en temps réel sur les impacts de la vaccination dans d'autres parties du monde sont aussi cruciales. Le meilleur exemple actuellement est l'impact de la vaccination en Israël, en Écosse et au Royaume-Uni d'une manière générale. Il faut expliquer au grand public
pourquoi, et chez les adultes hein, surtout, pourquoi c'est tellement encourageant de voir que des données du monde réel et qui montrent l'efficacité de la vaccination pour éviter les morts, les hospitalisations, y compris dans les services de réanimation. Donc, nous conduisons des études en cours, par exemple, dans les Caraïbes, qui sont en cours d'analyse, des études spécifiques dans des pays précis qui concernent les professionnels de santé, mais j'aimerais faire un commentaire plus général, et je crois que l'OPS soutient et continuera à soutenir les pays qui voudraient mettre en place, surveiller des études et personnalisées, adaptées pour essayer d'affronter ces réactions contre le vaccin. Mais il y a aussi une ligne de politique transversale, aider les professionnels de santé dans leur recommandation du vaccin. Les professionnels de santé sont en première ligne, sont les premiers à dialoguer avec les gens qui hésitent à se faire vacciner ou pas et qui émettent des soucis dans les communautés, dans les quartiers, y compris aussi les influenceurs, les leaders d'opinion dans les quartiers. Et il faut écouter aussi, j'aimerais le souligner une fois de plus, et comprendre les groupes de population qui sont différents, comme je l'ai déjà, et j'en ai déjà mis en évidence certains. J'espère avoir répondu à votre question. Inquiétude Merci, de docteur. Une autre question que Jacqueline nous Charles. avons par rapport à la journée internationale de la femme qui se rapproche. Nous avons une question en anglais. Vous pouvez parler de la dynamique de la pandémie de la COVID-19. Donc, merci pour cette question et c'est un sujet important, surtout vu que la Journée internationale de la femme s'approche. Bien évidemment, les femmes jouent un rôle multiple dans cette pandémie. Elles fournissent des services de santé à des patients de la COVID, mais elles remplissent d'autres rôles de santé. Elles doivent s'occuper aussi de patients à la maison, elles doivent s'occuper de leur famille et très souvent, elles sont courageuses. Donc, les femmes remplissent tous ces rôles simultanément. Également, les femmes sont au premier rang de cette pandémie. 70% de tous les professionnels de santé sont des femmes, hein, d'ailleurs. En Amérique latine et les Caraïbes, 9 dixièmes des infirmières sont des femmes. Donc, elles sont au cœur de la lutte contre la pandémie. La plupart d'entre elles sont tombées malades de la COVID-19 et nombreuses sont celles qui en sont mortes. Donc, elles doivent être au centre de la réponse contre cette maladie. Le leadership des femmes accélérera la réduction des inégalités entre les genres dans le contexte de la pandémie. Et nous insistons que nos professionnels de santé sont notre priorité numéro 1 pour recevoir les premières doses qui arrivent. Merci, Dr. Docteur Etienne. Etienne, la prochaine question nous vient de l'Équateur, de Maria qui nous demande, et Priscilla également, Cadena, de l'Équateur, nous demande si concernant l'opinion de l'OPS au sujet du fait que des gouvernements, des provinces ou des entreprises privées, des sociétés privées qui veulent acquérir des vaccins. Elle voudrait savoir donc qu'est-ce qu'en pense l'OPS à ce sujet. Docteur Barbosa, merci pour cette question. Tous les pays, chaque pays a ses propres lois et réglementations. Mais d'une manière générale, les programmes d'immunisation, de vaccination fonctionnent bien mieux lorsqu'il y a une coordination centrale. Nous savons que tous les pays
souhaitent avoir le plus rapidement possible des vaccins. Il s'agit d'une urgence non seulement sanitaire, mais également l'impact que cette situation a sur la situation économique, etc. Mais je pense qu'aller chercher plusieurs producteurs, plusieurs vaccins à travers des sociétés privées ou des gouvernements locaux peut être un défi pour la coordination du programme. Les programmes de vaccination de la région sont coordonnés par les ministères de la Santé. Nous soutenons les ministères de la Santé et je pense que c'est le meilleur moyen de vérifier que le plan national de vaccination puisse être mis en œuvre d'une manière adéquate, également de voir quels sont les groupes prioritaires, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de risques à contracter la maladie, comme les soignants, les personnes les plus vulnérables qui peuvent être atteintes de la forme la plus sévère du COVID-19 et les autres personnes qui souffrent de maladies chroniques. Je pense que la meilleure manière de répondre à un état d'urgence, c'est de le faire d'une manière coordonnée. Si l'on perd la coordination, nous courons le risque que certaines personnes des gens qui vont payer le vaccin et qui ne représentent aucun risque alors que des personnes qui courent des risques n'auront pas droit au vaccin. Je pense que ceci est un risque pour tous les pays. Nous sommes en train de travailler avec les gouvernements et les ministères pour pouvoir élargir l'accès au vaccin et je pense que avoir une bonne coordination est la meilleure réponse que nous pouvons donner aux populations en ce moment. Merci, docteur. La prochaine question est de Sara Batista de Wall au Brésil. La question qu'elle pose est: quelle est l'évaluation de l'OPS au sujet de la situation pandémique au Brésil? Docteur Sylvain. Merci pour cette question sur le Brésil et la situation pandémique au Brésil. En ce moment, le Brésil nous a reporté un accumulé de plus de 250 000 décès. C'est le deuxième pays le plus touché des Amériques. Ces derniers 3 mois, avant les fêtes de Noël, on a observé une deuxième vague pandémique qui a débuté dans la région amazonienne au nord du Brésil, y compris l'État d'Amazonas, et qui s'est déployé dans d'autres régions amazoniennes, comme par exemple Rondônia et la région la plus récente, l'État de l'Acre, tel que l'a dit le docteur Étienne. Dans l'État de l'Acre, il a été déclaré une situation d'urgence sanitaire. Nous pouvons observer en ce moment au Brésil une haute transmission dans d'autres zones géographiques du Brésil, en particulier dans certains États du nord-est et dans certains États du sud du Brésil également. Je dirais que le Brésil en ce moment est en train de faire face à une deuxième vague pandémique qui s'étend à un niveau national et qui a un impact très fort sur les soins, y compris les soins intensifs. Je voudrais également souligner ce que nous avons observé. Il y a un impact sur la chaîne des intrants, comme par exemple l'oxygène qui manque, et également l'accès à des médicaments très spéciaux pour les personnes qui se trouvent en soins intensifs. Il y a donc une pénurie de ces médicaments et c'est pour cela qu'il est fondamental de réduire la transmission au Brésil ainsi que dans d'autres pays en Amérique du Sud, comme l'a dit le docteur Étienne, pour sauver des vies, pour contrôler la dissémination des variants et les contrôler un peu mieux. Ceci est une question très importante. Il y a par conséquent, et il est nécessaire d'appliquer des mesures de la santé publique. Il est clé au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud.
J'espère avoir répondu à cette question et à la préoccupation de Sarah Battista. Vous venez de nous parler des variants, mais un journaliste a demandé combien est préoccupante la propagation de nouveaux variants. La question est posée par Sarah Battista. Oui, c'est une grande préoccupation à tous les niveaux en ce moment, régional, sous-régional et national. Jusqu'à hier, 28 pays et territoires de la région des Amériques avaient signalé la présence de tout au moins un variant de 3 variants que nous sommes en train de suivre à un niveau mondial. 8 pays et territoires d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, hier, ont signalé et reporté le variant P1 qui avait été détecté dans le nord de la région amazonienne. En ce moment, il est très important de signaler que la dynamique de transmission de ce variant P1 est en processus de caractérisation. Il y a plusieurs publications qui sont en train de sortir. Nous avons déjà certaines évidences avec plusieurs groupes. Mais l'identification scientifique continue à suivre son cours. Un aspect important de tout ceci est que l'élargissement de la partie génomique du virus SARS-CoV-2 est une attitude critique à cause du potentiel de variants, à cause de la transmissibilité du virus et de son impact sur les campagnes de vaccination qui sont en cours en ce moment, qui est en train de commencer dans notre région. L'OPS appuie le renforcement de cette couverture des variants connus et pour détecter d'autres variants. C'est une situation espérée, cette urgence des nouveaux variants, cette activité de réseau de surveillance pour partager des informations en temps réel est une activité qui se trouve au top des priorités de l'OPS en ce moment. Et croyez-moi qu'il s'agit d'une liste très importante d'urgence, mais elle est au sommet des priorités. Ce qui est important de dire concernant la propagation de nouveaux variants, telle la question que nous a posée le journaliste, c'est que les mécanismes de contrôle sont les mêmes, peu importe quel est le variant qui circule. Il faut appliquer toutes les mesures, distanciation sociale, se laver les mains, porter le masque. L'application stricte de ces mesures fait en sorte qu'il y ait le temps de mettre en œuvre des activités qui puissent suivre ces variants. Je pense que ce sont des mesures qui doivent être appliquées dans toutes les sous-régions de notre continent. J'espère à nouveau avoir répondu à la question que m'a posée le journaliste. La question qui suit vient de Michael Clocks de Pictures Media en Michael anglais. Clogg, en anglais, dit que vu que le vaccin AstraZeneca marche sur les gens qui ont plus de 65 ans, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'immunité dans le continent américain? Merci pour cette question. Ça fait 3-4 semaines, il y a beaucoup de questions sur l'efficacité des différents vaccins. Rappelons-nous que les données dont nous disposons il y a 3-4 mois contre les vaccins avaient besoin encore d'une autorisation pour être utilisés et avec des essais cliniques, dont données cliniques sur 30 000, sur des cohortes de 30 000 à 40 000 patients qui ont accepté de participer à ces essais cliniques. Maintenant, nous avons des données de la vie réelle. Donc, cette semaine, les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont publié un document très important qui compare les deux vaccins, celui d'AstraZeneca et celui de Pfizer, sur plusieurs millions de gens. Nous parlons plus d'efficacité théorique, mais pratique dans la vie réelle. Et la conclusion de ce document, c'est que la plupart des vaccins
fournissent une protection équivalente pour les gens de plus de 70 ans. Donc, je crois que c'est important de rassurer les gens en répétant que les vaccins qui ont reçu l'autorisation des autorités de santé des pays par l'OMS sont des vaccins efficaces pour la protection des gens, y compris les personnes âgées, contre le COVID-19. Donc, le vaccin AstraZeneca n'est pas moins efficace, il est aussi efficace que le vaccin de Pfizer et d'autres producteurs devrait et doit être utilisé pour protéger les personnes les plus vulnérables à la COVID-19 et à ses formes sévères. Une question sur le Venezuela nous vient de Mariana et d'autres personnes également sur le Venezuela, si nous pouvons avoir une mise à jour au sujet de l'accès aux vaccins à travers le mécanisme COVAX au Venezuela et s'il y a et si ceci a été lancé. Docteur Ugarte, merci beaucoup pour cette question. On a eu plusieurs réunions où ont été partagées des appréciations par le ministre de la Santé et également de la part des experts de l'Académie nationale de médecine et la Société d'infectologie et d'autres acteurs. Et plusieurs processus ont été incorporés, plusieurs experts ont inclus des processus au sein du plan de vaccination pour l'arrivée des vaccins de Sinopharm et de Sputnik et sur l'application de ces vaccins dans plusieurs endroits. Mais nous n'avons pas d'informations qui nous donnent plus de détails. Conformément au plan, il y a 340 000 soignants qui auraient la priorité pour être vaccinés. Et concernant la disponibilité des vaccins à travers le mécanisme COVAX, lorsque le Venezuela fera le premier paiement des vaccins, il sera incorporé, ce pays sera incorporé aux prochaines annonces pour la distribution des prochains vaccins. Mais nous sommes en cours de discuter concernant les sommes qui doivent être payées, la quantité de vaccins, quand est-ce qu'arriveront les vaccins et comment on pourra mettre en œuvre le mécanisme. C'est ce que nous pouvons annoncer. Merci, docteur, pour votre réponse. La question suivante nous vient de Daniel Rodriguez de l'Uruguay et il nous demande que de Canal 10 et Radio L'Espectador d'Uruguay et il dit, vu le retard concernant la livraison des vaccins AstraZeneca à travers le COVAX et les pays d'Amérique latine, est-ce que l'on évalue de pouvoir acheter d'autres vaccins pour accélérer ce processus de remise? Nous sommes en plein processus, dit le docteur Barbosa. Il n'y aurait aucun sens à maintenant annuler ce processus et pas acheter d'autres vaccins. Donc, grâce à ce fonds renouvelable, nous pouvons accélérer le processus. Nous ne pouvons pas aller acheter n'importe comment des vaccins et nous ne recommandons pas à ce que vous le fassiez, que vous achetiez des vaccins qui ne soient pas certifiés par plusieurs organisations et dans notre cas, certifiés par l'OMS. Les vaccins qui ont déjà cette autorisation sont le vaccin de Pfizer, qui sont en train de terminer, de finaliser les négociations avec le producteur. D'abord, il y aura une petite quantité de 40 millions de doses pour les prochains 3 mois, mars, avril et mai. Et avec AstraZeneca, nous avons conclu les négociations. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est les arrangements logistiques. Nous parlons de milliards de doses. Le producteur doit avoir il doit répondre à toutes les contraintes et tout. Donc, la semaine prochaine, nous aurons des vaccins qui vont arriver à travers COVAX. Nous sommes en train de passer au dernier arrangement entre le pays et le producteur pour que les vaccins puissent arriver. Nous pensons que ce qui est effectif maintenant pour garantir que
que des vaccins arrivent plus rapidement, c'est travailler avec les pays tels que nous sommes en train de le faire, comme nous le faisons tous les jours, pour que les pays puissent conclure tout ce qu'ils doivent faire pour recevoir les vaccins. Ceci est très fréquent et commun. Tous les pays qui vont recevoir des vaccins doivent prendre des mesures réglementaires, des licences d'importation, en même temps que nous travaillons avec le producteur pour accélérer le processus de remise de ces vaccins et de livraison de ces vaccins. Merci beaucoup. La prochaine question en anglais. Question de Saria Newey de Telegraph. En quoi c'est important pour la région latino-américaine de façon générale? Est-ce qu'il y a le temps d'augmenter la quantité de vaccination jusqu'à que le vaccin seront disponibles? Est-ce que Cuba sera disposé à distribuer les vaccins dans le reste de la région? Merci pour cette question. Nous sommes ouverts à tout développement de vaccins en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet effort du gouvernement de Cuba est tout à fait important pour la région. Il existe d'autres projets qui sont en cours de développement dans d'autres pays, au Brésil, au Pérou. En tout cas, de la part de ces 3 pays, nous recevons des informations selon lesquelles ils sont en train de développer un vaccin contre la COVID-19. Le vaccin cubain qui est en cours de développement s'appelle Soberana 2 et en est à la phase 3 clinique, donc il nous faut attendre. Nous ne pouvons pas signer un accord pour de traitement parce que pour que un vaccin soit vacciné par le fonds rotatif ou de la part qui viennent de Russie, de Chine, de Cuba, de l'Europe, ils doivent satisfaire à tous les essais précliniques et cliniques. Et ce n'est qu'après cela qu'il y a un dossier qui doit être présenté pour montrer la qualité de la production, pour être sûr que le vaccin est sûr, efficace. Donc, les critères pour que l'équipe de spécialistes à l'OMS puisse faire son évaluation. Donc, nous sommes ouverts, nous encourageons le gouvernement cubain et les autres pays de la région pour qu'ils développent des vaccins, mais il faut qu'ils satisfassent aux mêmes exigences qui ont été présentées à tous les autres producteurs qui ont voulu bénéficier du financement du fonds rotatif des Amériques. Donc, il faut attendre la phase 3, ce qui va prendre probablement de 3 à 5 mois. Ce n'est qu'après cela qu'il y a un institut de production qui aura une phase de pré-qualification. Donc, il faudra qu'il présente toutes les données dans un dossier avec les informations qui seront ensuite évaluées. Merci, docteur. La prochaine question est de Livia Lopez de la Prensa au Nicaragua qui nous dit que ce mardi, la vaccination au Nicaragua a commencé pour les personnes les plus vulnérables, mais n'a pas inclus encore le personnel soignant. Et également, il demande quelles sont les recommandations que l'on peut donner aux populations qui ont déjà pris la première dose. Est-ce qu'il y a des recommandations spéciales que l'on pourrait leur donner? Merci beaucoup pour ta question. Du Nicaragua est en fait en train de commencer sa vaccination conformément aux priorités, les personnes qui ont des conditions ou des problèmes chroniques et qui courent le plus grand risque de décès causé par le COVID. Nous comprenons que chacun des pays a défini quels sont leurs groupes prioritaires et le personnel soignant fait partie des groupes prioritaires. La quantité de vaccins disponibles, bien évidemment, n'est pas pour toute la population. Le programme de vaccination pour le Nicaragua est un programme très solide et le Nicaragua est en train d'appliquer suivant le plan de vaccination. Donc, la question que tu nous poses
comment se protéger après la première dose. Ceux qui reçoivent la première dose et y compris la deuxième dose devraient continuer à appliquer les mesures de protection comme le docteur Barbosa l'a expliqué et le docteur Alighieri est notre directrice, c'est-à-dire il nous faut continuer avec la distanciation physique, avec l'utilisation du masque, non seulement concernant les personnes qui sont immunisées et vaccinées, mais pour le reste de la population. Nous avons des preuves, des évidences qu'il est nécessaire de continuer à appliquer ces mesures jusqu'à ce qu'une quantité significative et assez importante de la population ait pris le vaccin. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes en train d'arriver à la fin du media meeting d'aujourd'hui. La prochaine question, Ares Biesca de l'agence EFE. Il dit, le vendredi, le vendredi, il y a un an que le premier cas aura été détecté au Brésil. Quel est, d'après vous, le bilan de ces 12 mois? L'année qui s'est écoulée, la pandémie de la COVID-19 a mis la région à l'épreuve et a poussé nos systèmes de santé jusqu'à leurs limites, défis à nos économies, défis pour nos sociétés qui ont été obligés de changer leur manière de vivre pour rester en bonne santé. Et nous avons souffert aussi de lourdes pertes. Nous avons montré des progrès, nous avons montré plus de résilience, plus d'ingéniosité et de solidarité qu'en toute autre époque. Je suis tout à fait convaincu que notre région sortira de cette crise plus forte que nous ne l'étions auparavant. Et si je me retourne un peu sur cette dernière année, je crois qu'il y a 4 leçons que nous pouvons retenir et que j'espère que nous allons conserver ces prochains mois alors que nous continuons notre longue lutte contre ce virus et pour le futur également, lorsque nous préparons pour la prochaine crise. Donc, première leçon, nos réponses à la COVID-19 ont été plus fortes quand elles ont été guidées par des données scientifiques avec une veille efficace, une étude des taux d'occupation des lits d'urgence pour guider des mesures de santé publique et ça nous a permis de contrôler la transmission de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Quand ces politiques se fondent sur la santé et les données, cela marche. Deuxième leçon, la santé publique est un souci mondial. La COVID-19 nous a montré qu'un virus mortel est peut-être une menace à n'importe quel pays, même s'il a commencé à l'autre bout du monde. Troisième leçon, l'accès à la santé publique doit être universel. C'est un rappel des inégalités au sein de notre continent où l'endroit où l'on vit ou combien les revenus dont on dispose ne devraient pas être déterminants pour l'accès aux soins contre la COVID-19 ou toute autre maladie. Quatrième et dernière leçon, la santé est centrale et clé pour le développement social et économique. Il faut investir dans la santé. Merci et restez en bonne santé. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vous avoir connecté. Rappelez-vous que vous trouverez plus d'informations sur la page web de l'OPS et vous pouvez également vous communiquer avec nous à travers le courrier électronique. Merci beaucoup et nous nous retrouverons ici mercredi prochain.